Très content de se revoir après la dernière émission. Oui, Vous étiez à Paris, vous avez fait Abidjan. exact, Vous êtes revenu, vous avez assisté à 2 forums. exact. Et récemment sur le réseau, vous avez vraiment apprécié votre séjour à Kinshasa. Vous pouvez nous parler de votre expérience après Paris et quelques villes africaines, mais surtout encore à Kinshasa. C'est toujours avec beaucoup d'émotion et surtout j'apprécie ce type de retour qui me permettent à chaque fois de me remettre en question pour beaucoup de choses. Hein. C'est tout. Au-delà de mon activité, c'est aussi de pouvoir essayer de revoir un peu les choses différemment, Oui. d'avoir aussi un retour et un recul assez nécessaire justement pour pouvoir faire les choses différemment, de pouvoir aussi réajuster ses stratégies aussi. Tout à fait. Et durant ces périodes-là, justement, c'est toujours agréable parce que rien n'est acquis, il faut toujours se remettre en question. Ma question, c'est il s'est passé quoi ailleurs qui ne s'est pas passé à Kinshasa, surtout que le monde est en pleine évolution. Oui, il s'est passé quoi à Kinshasa qui vous a vraiment émerveillé? Kinshasa est en perpétuelle effervescence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit bien avec tous les séminaires sur lesquels j'ai pu participer, pour lesquels justement Kinshasa encore montre encore une fois de plus qu'elle a un rôle important à jouer sur le continent, encore plus sur l'Afrique centrale. Donc, Tout à fait. je dis souvent que le Congo est le poumon du continent. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Durant mon séjour, j'ai pu assister à pas mal de séminaires, que ce soit le séminaire de l'AFPIF avec tout ce qui est l'interconnexion, le peering entre différents pays africains. C'est un point important. Oui. Il y a eu Raxio, qui est quand même aussi un pas très très important justement dans l'avancée sur la partie numérique dans le pays. Et après d'autres rencontres avec des nouveaux prospects, avec certains clients, et d'échanger un peu pour voir prendre le poumon un peu de l'actualité du numérique. Je pense qu'à travers ces différents séminaires, ça a permis de voir un peu où on en était. Alors, je vais rebondir directement sur Axio. Alors, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, mais est-ce que le fait qu'il y ait un nouveau data center a permis à proposer de nouveaux services avec Amoeba? Parce que j'ai vu, vous proposez maintenant la migration sur le cloud privé ou public, et du fait déjà qu'il y a Amoeba ici en RDC. Ça va être une nouvelle offre de service que nous justement on va pouvoir proposer à nos clients, quand je dis clients ou prospects, pour leur permettre de pouvoir avoir dans un lieu sécurisé, là où nous, nos équipements sont déjà installés, dans un rack, très clairement, on aura la capacité de pouvoir proposer des solutions de stockage, des solutions d'hébergement pour nos clients. Quand je dis clients, c'est plus des institutions privées qui n'ont pas forcément le matériel ou les équipements pour pouvoir sauvegarder leurs données, et on peut leur donner la possibilité justement de pouvoir les héberger directement au sein du data center Axio. Tout à fait. Alors, j'aimerais alors savoir aussi comment fonctionne une data center, surtout du type Raxio. Est-ce que chacun devra amener ses propres disques durs, louer un rack, ou avec Amoeba, il y aura la possibilité que Amoeba loue un rack et que le privé, ceux qui n'ont pas de grosses données à loger, à louer juste un petit espace pour loger leurs données? Raxio, comme tous les data centers, est un pur hébergeur. Tout à fait. Clairement, c'est qu'il va héberger justement toutes les données, à savoir le matériel, les fournitures de matériel, c'est Amoeba qui les amène. Raxio ne vous donne la possibilité justement d'être dans un lieu sécurisé, de pouvoir justement répondre à tout ce qui est lié à la redondance, à l'électricité. Donc vous ne pouvez pas avoir ces problématiques de coupure ou autres. Et derrière, Amoeba, justement, en tant que prestataire de services et fourniture de matériel, on vient offrir justement à travers nos solutions, via nos partenaires, des équipements pour permettre justement à ce que des privés puissent venir très clairement, s'ils ont besoin d'espace de stockage. Quand je dis stockage de données, pas forcément stockage de matériel, et aussi de garder cette possibilité de pouvoir à moindre coût, plutôt que d'acheter un équipement qui peut aussi être un engagement assez important d'un point de vue financier, justement de pouvoir travailler ensemble pour leur permettre de pouvoir avoir ce type d'hébergement à moindre coût. Alors, en termes de redondance, je vais faire un peu le profane. En termes de redondance, comment ça va se passer si vous faites la maintenance de vos racks, par exemple? D'accord. Comment ça se passe? Comment ça devra se passer? Il y aura interruption d'accès aux données parce que vous le logez qui a
entretien ou où il y a maintenance? Comment ça se passe? Non, très, très clairement, c'est Raxio en tant qu'hébergeur vous garantit tout ça en fait. D'accord. Vous voyez, moi aujourd'hui, on a un protocole d'accord qui est signé avec Raxio, sur lequel Raxio, on lui impose d'avoir tel ou tel élément. Justement, les certifications de type tier 3, si on les donne, c'est justement sur cette possibilité parce qu'ils ont rempli un cahier des charges leur permettant de pouvoir assurer justement toute cette partie-là. Et nous, derrière, clients privés, on se garantit que ces éléments-là seront mis en place parce que derrière, c'est cette garantie que Raxio va nous proposer que nous, derrière, pourrons proposer aussi à nos clients par la suite. Ah ouais. Mais au cours de notre discussion de la fois dernière, on a parlé de cloud et puis on avait parlé de on-premise. Exact. Et vraiment, sur ce point-là, nous n'avons pas vraiment développé le sujet, surtout contextualisé, mais encore moins compris ce que c'était vraiment quand on parle on-premise, lorsqu'on parle cloud. Je voudrais un peu que vous partiez d'abord sur la définition de concept avant de me permettre au moins de poser la question qui va nous permettre de contextualiser cela en RDC. Très clairement, on va dissocier parce que c'est vrai que j'ai même le cas hier avec une personne en interview. Faut bien dissocier. Quand on parle de cloud, pour simplifier le terme, c'est un espace d'hébergement externalisé. Le cloud, dans le cloud, il y a deux manières d'interprétation. C'est un espace qui est dédié. Voilà. Cet espace qui est dédié peut être soit internalisé en on-premise ou externalisé avec des providers classiques type AWS et Azure. Dans le cadre aujourd'hui de ce que peut proposer une entreprise comme Amuba, c'est de se dire, dans la possibilité où on a un opérateur privé qui souhaite justement internaliser ses données pour une question de sécurité ou de souveraineté, oui. On leur donne la possibilité justement de pouvoir créer toute une infrastructure qui sera dédiée par rapport à ça. Par contre, il y a d'autres clients aussi qui souhaitent, parce qu'on a aussi les réalités de Kin qui sont liées à des coupures intempestives d'électricité, tous ces éléments-là qui sont des fois à prendre en considération dans l'écosystème, oui. Souhaitent plutôt avoir quelque chose d'externalisé. Et là, très clairement, ils passent par des providers qui sont connus du marché, type Azure, type AWS, et on leur donne cette possibilité-là de pouvoir le faire. Maintenant, après, derrière, c'est des choix stratégiques. Oui. C'est des choses qui sont définies directement auprès de la hiérarchie dans un groupe, dans une entreprise. Oui. Et derrière, les choix sont pris selon les degrés d'exigence et aussi selon les informations que vous mettez. D'accord. Alors, une question purement technique et de compréhension, c'est que lorsque vous parlez de externaliser et internaliser, c'est sur le plan territorial ou c'est sur le plan où, quand on dit internaliser, c'est le garder dans vos quatre murs, l'internalisation, c'est dans les quatre murs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, votre question elle est pertinente. Quand on parle d'externaliser, même aujourd'hui, un groupe comme Raxio, c'est pas un groupe local. Oui. C'est un groupe étranger, donc potentiellement, c'est des données qui peuvent être mises aussi à l'étranger. D'accord. Quand on parle d'internalisation, c'est vraiment, comme vous venez de le dire, entre quatre murs, où on est sûr qu'on a une équipe en local qui s'occupe de ça, qui gère la donnée, où on n'est pas de ce risque de se dire que la donnée potentiellement peut être transférée à l'étranger. Tout à fait. Et est-ce que dans les deux cas, lequel le coût serait le moins dur à supporter? Alors quand j'ai dit le coût, je vois le coût dans ces deux orthographes, le coût comme le coût de point et le coût comme le coût le prix. C'est toujours pareil, ça dépend de l'approche qu'on va avoir dessus, parce que vous savez, tout dépend des stratégies. Aujourd'hui, on peut avoir très peu de données et aujourd'hui, l'externalisation peut paraître et sera même une bonne alternative. Maintenant, si on doit aussi internaliser, c'est après derrière, ce n'est pas forcément le coût lié purement à du matériel, c'est aussi le coût des équipes, voir dans quelle mesure les équipes peuvent gérer ça au quotidien. Donc je pense que c'est tout un environnement à prendre en considération. C'est pas forcément que en termes de coût COUT sur lequel on va se dire qu'il y a potentiellement plus de risques l'un ou l'autre. Oui. C'est aussi le coût, la COUP, dans le sens où comment les équipes et comment les environnements vont prendre ça en compte. Parce que c'est vraiment tout un écosystème, en fait. On ne peut pas se baser que sur
de se dire, oh bon, aujourd'hui j'ai un budget de 100 000 dollars par exemple, est-ce que c'est peut-être mieux d'aller sur AWS ou autre? Non. L'un comme l'autre, il faut vraiment prendre en considération toutes ces étapes-là, entre l'aspect humain, Oui, qui sont les personnes qui vont gérer ça, effectivement. l'aspect aussi, justement, le fait d'externaliser, combien nous coûte justement cette partie de mettre ça à l'extérieur. Donc, c'est tous ces éléments à prendre en compte. Je pense qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur l'un ou l'autre. Alors, il y a maintenant cette question, moi, en tant que start-up, que je me demande, c'est quand est-ce que je peux avoir de l'intérêt pour ce genre de sujet? Vous voyez, je me demande, est-ce qu'il faut avoir quelle quantité de données pour penser au cloud, penser à l'hébergement en local ou l'externaliser et le budget. Je ne demande pas quelle est votre tarification, mais je cherche juste un peu de savoir les coûts, comment ça varie et il faut quelle quantité de données pour avoir un œil ou un regard sur l'aspect cloud des infrastructures IT. Encore une fois, vous savez, aujourd'hui, vous, de petites startups, on oublie une chose, c'est que tout ce qui sera lié à la donnée est aussi lié à la propriété intellectuelle. C'est qu'aujourd'hui, vous, jeune startup, vous souhaitez justement développer des choses. Oui. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez quand vous avez la possibilité de garder les choses en interne, ça veut dire que ça reste dans un cadre assez fermé. Donc clairement, c'est vous qui gérez exactement vos informations comme il se doit. Par contre, c'est toujours pareil, c'est qu'effectivement, le cloud aujourd'hui, il peut paraître plus pertinent parce qu'on se dit, il y a ce côté sécurité, il y a ce côté, ok, tout est géré avec les contraintes qu'on peut avoir. Maintenant, c'est toujours pareil. La question qu'il faut se poser, c'est dans quel but je vais les mettre à l'externe ou en interne, sur quelle durée? Parce que si ça aussi, ça Mais la question, moi, vraiment, la question, c'est à quel moment, surtout en termes de volume de données pour une start-up, vraiment, d'une manière assez tropicale. Parce qu'aujourd'hui, si une start-up aujourd'hui a prévu dans son business plan que ça soit quelque chose d'exponentiel, là, on peut en parler. Ah oui. À savoir que si aujourd'hui vous avez une projection de T0 à T5, vous puissiez me dire, bah, écoutez, monsieur Amouba, nous souhaitons, nous avons très clairement le projet d'exploser dans 5 ans. D'accord. Donc, pouvez-vous nous accompagner dans quelle mesure avec des étapes qui sont prises en compte? Donc, très clairement, aujourd'hui, vous pouvez me dire, pour que les auditeurs comprennent, ça peut être au terabyte, au gigabyte, au mégabyte. Donc, tous ces éléments-là vont être pris en compte. Oui. Et on est ce qu'on appelle, on est évolutif. D'accord. On n'est pas forcément cantonné à un élément de base. L'idée, c'est que dans ce que nous allons vous proposer, c'est de se dire, nous allons vous mettre en capacité quelque chose qui va être évolutif pour vous permettre justement de pouvoir vous aussi dans votre business grandir sans pour autant avoir toujours la contrainte de se dire mais est-ce qu'on a un point de vue coût, est-ce que comment je vais me débrouiller? Non, là vous avez au moins une perspective sur du moyen à long terme. Okay. Et vous permet de pouvoir après vous aussi préparer d'un point de vue budget. Alors, je sais que quand on parle data et qu'on intègre start-up, oui, vraiment pour le commun de l'écosystème congolais, on essaie un peu encore de se demander qu'est-ce qui est important comme données à stocker. Et d'ailleurs, je voudrais même qu'on essaie d'aborder la question de quelles sont les données et comment d'ailleurs créer une donnée, comment se rendre compte que ça, c'est une donnée à exploiter, parce que c'est là même le grand problème. Parce qu'à un moment, on n'essaie même pas de produire des solutions locales parce que nous ne savons même pas c'est quoi la donnée et quelle est la donnée qui peut être importante pour une start-up et comment la stocker ou l'exploiter. Je vais prendre 2 cas de figure. Pour la start-up aujourd'hui, l'idée c'est de se dire quelles sont les choses que je souhaite conserver et qui soient de manière confidentielle. Tout à fait. Dès lors que vous avez fixé ça déjà, oui, vous savez dans quel cadre vous vous mettez. Oui. Une fois que vous dites, bon, quels sont les éléments dont je dispose qui ne sont pas forcément essentiels à mon activité, là, je peux me dire, idée de l'externaliser. C'est un peu ça. Et je vais vous prendre un cas par rapport à ça et qui est aussi important, et je tenais à le dire là dans votre chaîne, c'est, regardez, aujourd'hui, on a cette problématique où on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant l'Empire Congo. Oui, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, ça permet à ce que nous, qui sommes plus jeunes, de pouvoir aussi avoir une perspective d'avenir et de regarder aussi, comme l'adage le dit si bien, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Tout à fait. Mais aussi connaître son histoire. Donc, je pense que c'est ces étapes-là aussi sur lesquelles il faut toujours se dire, il y a des points importants qu'il faut mettre en avant, effectivement. Il y a des points qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on peut garder, oui, et qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition pour, au cas où, d'autres personnes, mais qui
qui ne vont pas qui vont pas dans l'atteinte entre guillemets de votre propriété intellectuelle. Tout à fait. Mais je pense que je vais revenir encore sur la question de data center, parce que c'est une première en RDC, premièrement, et deuxièmement, ça apporte plusieurs opportunités, surtout en termes de création d'entreprise. Parce que je pense que pour ceux-là qui ne peuvent pas se payer l'espace chez Raxio, ils peuvent se greffer auprès de ceux qui payent de l'espace. Ça veut dire que quelqu'un peut créer une entreprise justement pour permettre à d'autres startups de se greffer, autant qu'il y a Amoeba qui a un espace chez Raxio, et nous, les petites startups, on vient se greffer dessus. Donc quelque chose de très important et qu'on devrait d'ailleurs même, sensibiliser les gens à s'intéresser. Mais la question maintenant, parce que je reviens au cloud et aux solutions on-premise. Vous aimez bien le cloud. Hein, c'est parce que vous vous rendez compte, la fois dernière, j'ai été pro-cloud. D'accord. Parce que là, je me souviens vous avoir posé une question de vous dire, mais pourquoi on parle encore des data centers, d'internaliser les données, alors qu'on est en train de migrer vers le cloud? Mais maintenant qu'il y a eu l'inauguration de Raxio et que je me suis donné la peine de me cultiver sur la question, et je me rends compte que, tiens, écoute, quelqu'un de très pointu se rendrait compte que je dis n'importe quoi. Parce que c'est très, très important, même en termes de souveraineté des données, parce qu'en fait, au cloud. Lors de cet échange, j'ai voulu essayer de comprendre aussi, parce que je pense que c'est aussi un des points que je vois aussi, pas forcément qu'au Congo, mais un peu dans l'Afrique, de manière générale. Quand on parle de cloud, qu'est-ce qu'on entend? Alors, qu'est-ce qu'on entend? Quand on parle de cloud, parce que ça, c'est une des questions sur lesquelles je vois. Mais pour vous, qu'est-ce qu'un cloud? Qu'est-ce qu'un cloud? C'est la disponibilité de données H24. Je pense que d'une manière très basique, c'est ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, j'ai accès à mes données, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, je n'ai pas supporté le coût de la maintenance, d'héberger la data. Exact. Et surtout, il faut le dire, ça c'est quelque chose qui est très congolais, hein, et d'ailleurs très africain, c'est le privé n'existe pas. Ce qui est confidentiel n'existe pas. Pourtant, du moment où, même si on n'a rien à cacher, on a droit à une vie privée. On est d'accord. C'est juste l'exemple. Mais c'est ça, c'est ma manière de comprendre le cloud. Et de la plupart des gens avec qui on a discuté sur cet aspect de choses, de comprendre entre le cloud et loger le données en interne. Et regardez, quand vous prenez le cloud, regardez l'image, on va rester sur totalement basique. Pourquoi le cloud, on l'exprime comme un nuage? Le nuage, il se déplace. Oui, au-delà le fait qu'il se déplace. Non, aucune idée. Très clairement, aujourd'hui, un nuage, ça a été plus représenté comme tel. C'est plus pour que les gens se disent, dans un nuage, on peut y mettre des choses. C'est un peu comme une espèce de... Prenez ça comme un... On va essayer un peu de vulgariser les choses. Prenez ça comme dans un nuage, il y a de l'eau. Donc on voit les pluies, on se dit, bon, ça vient de quelque part. Donc je vais essayer de vulgariser. Hein. Et des fois, quand il n'y a pas de... On peut avoir du soleil et en même temps, il y a des nuages, mais ce n'est pas pour autant... Vous voyez, c'est pour essayer d'un peu dissocier les choses, c'est que le nuage n'est juste qu'un contenant pour lequel on va y mettre du contenu. D'accord. Ah oui. C'est juste comme ça qu'il faut le prendre. C'est un contenant sur lequel on va mettre du contenu. Donc, à partir de ce moment-là, vous arrivez déjà à comprendre ça. Après, derrière, c'est est-ce que ce contenant qui m'est mis à disposition, est-ce que je souhaite l'avoir avec moi ou est-ce que je souhaite le laisser dehors? C'est pour assez vulgariser, pour que les gens comprennent bien, c'est vraiment cette partie-là, en fait. Alors quelles sont les principales menaces? Déjà, qui pèse sur la sécurité de la sauvegarde de données lorsqu'on décide vraiment de garder la donnée à l'extérieur. Parce que déjà, à un moment, il y a cet aspect de la fiabilité de fournisseurs de ce service. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je me dis, mais j'ai stocké mes données chez AWS, je garde chez Microsoft avec Azure, Google, mais est-ce que vraiment Google est atteignable? Qu'est-ce que je veux craindre de stocker, d'héberger mes données chez Google? Non, après, moi, vous savez, aujourd'hui, c'est plus l'approche que j'ai, et je pense que c'est pas que ces providers-là sont mauvais.
Ouais, très clairement, il faut aussi arrêter avec ce discours-là parce que beaucoup pensent, entre guillemets, c'est des mauvais, c'est des méchants. Et c'est des méchants quand Non, même. non. Edward Snowden. Non, c'est pas des méchants parce qu'ils se sont juste mis à une demande du marché. Tout à fait. Aujourd'hui, ils répondent à un besoin que le marché mondial réclame. Oui. Donc, ils se sont juste positionnés par rapport à ça. Maintenant, là où je dis qu'il faut faire attention quand on externalise, encore une fois, tout est lié à cette partie confidentialité, propriété intellectuelle. Et à partir du moment où vous partagez une information, là, par contre, ça, c'est autre chose. Ça veut dire que, potentiellement, ça ne nous appartient plus. Alors, elle est où la nuance entre externaliser, partager à partir du moment où, quand vous dites partager, ça veut dire que le contenu que vous avez, vous le mettez sur le contenant. Donc, vous l'avez partagé. Donc, à partir du moment qu'il est sur le contenant, libre à chacun, même si, encore une fois, il faut vraiment vulgariser la situation, à savoir que il est très difficile de rentrer dans ce contenant-là, mais attention, aujourd'hui, il existe des lois. Il existe aussi un Patriot Act, un Cloud Act, sur lequel certains services de renseignement peuvent aussi y accéder. Ça aussi, c'est important de prendre ça en considération. Oui. Et dans le cadre où vous, jeunes talents congolais et une start-up ici, où vos idées sont, entre guillemets, des idées brillantes et qui peuvent être servies, utilisées plutôt pour d'autres, rien n'empêcherait l'un ou l'autre de pouvoir y accéder. Mais pour le cas où on a un data center en RDC, je me demande, est-ce que Raxio a accès aux données? C'est une question purement très bête, mais à se demander, parce que c'est lui qui est l'hébergeur, c'est son infrastructure. Est-ce qu'il a un regard sur les données qui sont hébergées dans son... Aucun, parce qu'à un moment donné, il faut aussi expliquer aux spectateurs et à l'auditoire, c'est que lui, il vous propose la sécurité d'un point de vue aussi physique et matériel, à savoir avec tout ce qui est lié à la redondance ou autre, d'où les certifications Tier 3 qu'on lui donne. Maintenant, il faut faire attention, dans l'infrastructure, il y a aussi des composantes qui vous sécurisent. Oui. Aujourd'hui, dans un rack, par exemple, vous aurez des firewalls, vous aurez tous des équipements justement qui vont vous permettre de pouvoir sécuriser aussi votre infra. Donc, ce n'est pas non plus, entre guillemets, un espace où tout le monde peut y rentrer. Non, il faut quand même aussi mettre ça en avant et que c'est quand même quelque chose d'important. Et non, Raxio, comme d'autres groupes justement qui hébergent les données, sont très à cheval sur ça. Même, je pense que ça va de leur image. Donc, si demain, on voit que Raxio est un gruyère où tout le monde peut accéder, non, ce ne serait pas non plus très crédible pour eux. Ce ne sera pas très crédible. Exact. D'accord. Mais quels sont le prochain métier ou encore, est-ce que vous pouvez prédire les prochaines évolutions liées au fait qu'en RDC, maintenant, on a un data center? Aujourd'hui, regardez, je disais ça il y a très peu de temps. Elon Musk a développé un data center spécialement avec de l'IA pour développer tout ce qui est Tesla. Oui. Seconde étape, c'est mettre l'IA au RDC. Très clairement, pour que ça soit vraiment dans l'air du temps. Et là, très clairement, peut-être que le retard qu'on se disait avec les autres pays, on peut le rattraper. On pourra très clairement avoir des serveurs qui vont gérer l'IA sur beaucoup de choses. Sur même, justement, vous, start-up, qui pourraient développer des applications basées purement sur l'IA, qui seront sur des serveurs hébergés en local. Et ça veut dire qu'on n'aura plus de problème de... Comment je vais dire? Est-ce que c'est ça le terme? Le problème de cache, où les données, certains services sont hébergés à l'extérieur et qu'on est obligé de communiquer au loin pour pouvoir avoir accès à ces services. Non, après, au niveau de la bande passante, non, c'est effectivement, plus vous allez chercher l'information là, oui, à un moment donné, au niveau du débit aussi, oui, vous risquez peut-être d'avoir ce qu'on appelle un lag time, à savoir c'est une bande passante qui sera peut-être un peu plus longue, mais dans le cas où, oui, c'est en local, oui, c'est beaucoup plus rapide. Mais vous parlez de Patriot Act, le Cloud Act. Exact. Mais pourquoi nous parler de souveraineté de données? Parce que déjà avec le data center Raxio, c'est vraiment le terme qui revient très souvent, souveraineté de données, alors que les matériels que vous utilisez peuvent être soumis au Patriot Act, comme en Amérique. Attention, il faut dissocier la partie couche physique et la partie logique. Ah oui. La couche physique, c'est deux choses différentes. La couche physique, c'est vous qui entretenez la couche physique.
À savoir que certes, c'est du matériel qui peut être américain, chinois, ce que vous voulez, mais derrière, c'est vous qui avez la maîtrise de ce que vous mettez. Là, c'est pas chose. Alors que là, dans le cadre où vous êtes sur la partie... Quand vous externalisez, vous mettez ça dans leur serveur. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et leur serveur, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui les administrent. C'est pas nous. Donc, c'est plus par rapport à ça. Donc, à partir de ce moment qu'il y a par rapport au Cloud Out, au Patriot Act, c'est plus dans le sens où, étant donné que vos données sont dans leur serveur, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais, alors, dans ce cas, où vous devenez, par exemple, un provider. Exact. Mais que lui, Raxio, est hébergeur. La question que je me demande, à qui appartient le serveur? À moi, à Amoeba en l'occurrence. À Amoeba. Ah oui, le serveur m'appartient. Les équipements physiques ne m'appartiennent. Raxio ne met en place qu'un rack, très sincèrement. Ils mettent un rack et la redondance sur la partie électrique. Ce sont les seuls éléments qu'il met. Et aussi la partie sécurité, bien évidemment, pour accéder à notre centre de données. Mais derrière, il y a une accessibilité. Pour schématiser, en fait, vous êtes j'ai eu le cas de tuyau encore il y a très peu de temps. Oui. Vous êtes un user, j'ai un réseau au milieu et j'ai mon serveur à la fin. En fait, très clairement, c'est que vous, user, vous envoyez une authentification au réseau, le réseau qui est lié chez Raxio et qui accède à vos fichiers qui sont au data center Raxio. Et après, le serveur répond à travers le réseau, oui, le user Enoch est autorisé à accéder à son partage. D'accord. Mais il y a cette question que je voudrais soulever encore une fois, parce qu'elle m'avait un tout petit peu échappé. C'est sur la donnée du type confidentiel que l'on va choisir entre héberger sur le cloud ou l'internaliser. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques indicatifs qui permettent à la personne de pouvoir identifier que cette donnée, elle est purement sensible, elle est à garder, elle n'est pas à partager? Allez, on va se mettre on va prendre l'exemple dans le commun des mortels. Tout ce qui est fiche de paye, livret de famille, antécédents familiaux, médicaux et ainsi de suite sont les données confidentielles. D'accord ? Tout ce qui est photos d'événements, fêtes d'anniversaire ou autres qui ne sont pas forcément très confidentiels, là on peut externaliser. C'est vraiment juste pour voilà, qu'on puisse voir. Et pareil pour les entreprises. Oui. Tout ce qui est contrat, tout ce qui est salaire et ainsi de suite, ça doit être confidentiel. Par contre, tout ce qui est event, tout ce qui est logo et ainsi de suite, ça peut être externalisé. C'est vraiment ces deux choses-là sur lesquelles il faut dissocier en fait. Et vous qui vous plaignez la fois dernière, je pense, au salon français, au Pullman, et d'ailleurs lorsqu'on a tenu le premier numéro, de la main-d'œuvre, est-ce que vous pensez qu'elle va suivre? Est-ce qu'elle sera à la hauteur? C'est un challenge. Franchement, c'est un vrai challenge. Même aujourd'hui encore, on s'en reparle, c'est un challenge. Mais je pense que il faut que la jeunesse congolaise prenne en compte que dans la vie, il y a un train qui passe. Il faut savoir saisir l'opportunité et faire en sorte que le voyage dure le plus longtemps possible. Et ne pas être dans un état d'esprit qui pousse certains à penser que j'ai acquis une certaine expérience, je peux commencer, entre guillemets, à être gargarisé un peu, je connais. Ah oui. Moi, le premier, je ne connais pas tout. La vie est une quête permanente de remise en question et de se former. Ouais. À partir de ce moment-là, on prend en compte ça. Les choses iront toutes seules, mais il faut qu'on arrête. Et c'est ça, c'est vraiment le message que j'ai à la jeunesse congolaise, c'est que ayez des rêves, mais des rêves qui vous dépassent et qui vous font peur. Si même demain, aujourd'hui, moi, c'est ce que je cherche aujourd'hui avec certains collaborateurs, je leur demande quelle est votre projection dans 5 à 10 ans. J'en ai certains qui me disent oui, peut-être que... Non, soyez fous. Je dis mais soyez fous. Moi, je vais même aller plus loin. Je rêverais que vous preniez ma place. Ah ouais. Ça veut dire que si vous prenez ma place, ça veut dire que j'ai réussi. D'accord ? Ça veut dire que quelque part, j'ai pu confier à quelqu'un la mission de pouvoir continuer à garder l'entreprise. Et c'est là que j'aurais réussi. Tant qu'il n'y aura pas des jeunes Congolais qui prendront conscience de ça, compliqué. Ça va être compliqué. Et qu'ils aient... vous savez, c'est toujours ça que c'est toujours la même chose que je me dis quand je reviens à Kin. C'est qu'on ne s'en rend pas compte qu'il faut savoir rêver grand. Et qu'on peut avoir des contraintes. Et je peux comprendre, on peut avoir des contraintes qui nous démotivent par moments et qui nous mettent un peu dans un état où on se dit c'est quoi la suite en fait ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'à un moment donné, l'environnement n'est même pas propice à faire quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est comme dans la vie, vous avez deux choix. Il y en a ceux qui vont se battre,
qui vont faire tous les efforts pour pouvoir y arriver, et ceux qui vont, entre guillemets, se dire oui, c'est à cause de l'État ou c'est à cause de tel ou tel. Et ce côté que je retrouve malheureusement trop fataliste, de se dire parce que c'est difficile, il faut abandonner. Non, je suis désolé. Jamais, il faut se donner la force et le moyen. C'est exactement ça. Et de se dire que demain est toujours une nouvelle possibilité qu'on nous donne pour pouvoir avancer, pouvoir voir plus loin. Et la nuance, depuis un temps, moi je me dis, demain n'est pas un nouveau jour, mais demain est un jour nouveau. Exactement. Ça veut dire il y a rupture avec l'expérience antérieure et que ce nouveau jour, ou ces jours nouveaux, je commence quelque chose de nouveau et je poursuis mes rêves. Mes rêves ne changent pas pour un jour nouveau et je vais le poursuivre. Never give up. Never give up. Et donc, on tend déjà vers la fin, on est en train de chuter. Okay. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse très souvent. Dites-moi. C'est maintenant, du point de vue d'un œil patriotique, est-ce que vous pensez qu'on est si mauvais? Parce que vous êtes allé ailleurs, vous avez été en France, à Abidjan. Est-ce qu'on est si mauvais? Non. C'est juste qu'on ne se donne pas les moyens de vouloir aller plus loin. Et c'est ça qui m'embête. C'est quoi se donner le moyen d'aller plus loin? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas atteindre? Je prends l'exemple tout bête, il faut se dire qu'on a un peuple qui est très résilient quand même. Très résilient parce qu'aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais le dire, mais on a un passé quand même qui est assez lourd, mais pour lequel aujourd'hui des personnes, des hommes et des femmes se bagarrent tout au quotidien pour arriver à ce niveau-là. Et j'ai même envie de vous dire, on a une particularité par rapport à d'autres pays, c'est que malgré tout ça, on reste un pays fort et debout. Tout à fait. Maintenant, il faut que chaque Congolaise et chaque Congolais prenne en compte ça, en fait. Et arrêter d'avoir ce côté fataliste. Parce que oui, effectivement, on a des décalages qui sont parfois, voilà, on n'a pas ce côté un peu middle. On a c'est soit très haut, soit très bas. Maintenant, c'est de se dire une chose. C'est par nous-mêmes qu'on va faire les choses. Oui. N'attendons pas que ça vienne de l'extérieur. C'est que par nous-mêmes. Travaillons ensemble. Comprenons les réalités. Parce qu'à un moment donné, on veut essayer de faire en sorte d'être déconnecté. Et surtout, arrêtons de se dire parce que c'est dur qu'il faut que j'abandonne. Ça, c'est la chose que je déteste et que je trouve fataliste et que je dis même à mes collaborateurs. Mais soyez audacieux. Osez. Celui qui n'ose pas, il ne fera rien. Des fois, osez. Même moi, je leur dis, ne pensez pas parce que vous me voyez peut-être, oh, le monsieur, là, il a voyagé. Non, dites-moi les choses. Ouais. Parce que c'est peut-être comme ça, moi aussi, j'ai peut-être pas forcément une réalité de la situation. Parce que ça, je peux l'entendre. Des fois, j'ai des personnes qui habitent hyper loin. Des fois, ils vont me dire que j'ai 3 heures de route, j'ai 4 heures de route. J'avais une personne qui habite à Mongafou, là, même d'autres qui viennent de super loin, de Kassamoun. Je dis, mais moi, je peux entendre ça. Maintenant, je vous demande juste une chose. C'est pas une fatalité, c'est pas la fin, ça. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut commencer à trouver des excuses. Non, je peux pas. Trop facile. D'accord. Alors, c'est pas parce qu'il y a une fatalité qu'il faut croire que c'est la fin. C'est la fin, exact. Et donc, ça, ce n'est pas une fatalité qui annonce la fin de cet épisode. C'était bien vu. Mais une chose est vraie, on va encore revenir pour essayer encore de parler de vos expériences parce que je sais que, voilà, dans quelques heures, vous devez prendre un vol pour Paris, vous devez revenir et forcément, il y a encore une expérience qu'on va partager et que pendant ce temps de votre voyage, nous qui restons à Kinshasa, on va encore avoir une expérience qu'on va encore une fois de plus partager. Et ce n'est pas parce que c'est dur qu'il faut abandonner. Surtout pas. Surtout pas. Nous, avec Dardar, le facteur, qui a forcé un congé à Africast Tech de presque 3 mois. C'est vrai que c'était dur, mais nous voilà. Mais je vous encourage, franchement, je vous donne la force. Vous voyez, c'est les choses... Et ça, c'est aussi un point important de signaler à Africast parce que vous avez cette entre les difficultés et une réalité, vous arrivez quand même à joindre les deux et vous dire c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. Et c'est surtout ça, justement, qu'il faut que beaucoup de personnes prennent conscience que on peut être partout dans le monde. C'est à un moment donné, c'est juste la manière dont vous allez, entre guillemets, mettre en éveil votre mindset, c'est là qui va tout développer, en fait. Tout à fait. C'est vraiment que ça. Et dans la vie, on dit il y a les gagnants et les perdants, parce que malheureusement, le perdant, dès le départ, il se dit que j'ai perdu. Oui. Alors que le gagnant, c'est lui que peu importe, même s'il chute, il a gagné. Il sait qu'il a compris dans tous les cas, parce que Nelson Mandela le disait très bien.
soit j'apprends, soit je gagne. Ouais. Jamais je perds. Mais vous savez que ces principes, je suis cette personne qui remet toujours en question les citations. Que je m'étais dit, mais écoutez, lorsqu'on échoue, on échoue réellement. Évitez-nous vos discours à 2 balles de dire que quand j'échoue, j'apprends. Mais je me rends alors compte qu'en réalité, ce qu'on appelle échec, c'est l'apprentissage. C'est exactement ça. Et c'est pourquoi il faut vite apprendre. Il faut vite cogner le mur pour apprendre. C'est exactement il faut vite se planter pour pousser. Exactement. Parce que si vous ne pouvez pas pousser, si vous ne vous plantez pas. C'est ça. Et moi, je dis même souvent, que ce soit aux commerciaux, même aux équipes techniques, allez voir le client. Allez voir le client qui vous répond mal. Et on sait des fois, dans notre pays, des fois, il y a aussi ce côté où droit de l'aînesse, parce que nos us et coutumes font en sorte qu'on n'arrive pas comme ça. C'est des éléments qui sont à prendre en compte. Mais il faut être confronté à ça, en fait. C'est que comme ça que vous allez apprendre. Et moi-même, le premier, je leur dis souvent, c'est que vous allez peut-être me voir comme ça dans une posture, oui, il est DG, il est ceci, cela, il est à l'aise, il est éloquent, ceci, cela. Mais vous pensez que je ne l'ai pas acquis comme ça du jour au lendemain. J'ai été confronté à des situations. J'ai été confronté à des situations aussi où on m'a remis aussi en question, en disant clairement, est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu es compétent? Mais en même temps, je me dis, même dans mes activités... Le syndrome de l'imposteur, vous l'avez eu aussi. J'ai tous ces passages-là, mais je me dis, au final, quand je me regarde, je me dis, si je n'aurais pas eu ces étapes-là, je ne serais peut-être pas l'homme qui serait devant vous aujourd'hui à vous répondre. Ah oui. Alors, je vous jure que si on ne se décide pas d'arrêter, ça va être compliqué. On va mettre 1 heure. En tout cas, Enoch, un grand merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et franchement, je vous souhaite encore plein de bonnes choses. Moi, aujourd'hui, à Mumba, voilà, de mettre en avant justement des acteurs comme vous qui jouent le jeu, qui font les efforts et qui n'arrêtent pas. Franchement, chapeau par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci en tout cas. Merci. Enoch Emporio, entrepreneur. Après 3 mois d'interruption forcée par nos ambitions entrepreneuriales, on reprend notre podcast, Africast Tech, notre rendez-vous de technologie en Afrique. On va continuer à inspirer et à vous donner des sujets, des discussions. Ensemble, on va y arriver. Gardons notre rendez-vous.